que je vous proposais, c'est de faire cette communication, qu'est-ce qu'il y a eu cette année 2021, en gros sur SAOS. Parce que vous savez que c'est l'objet de tellement de publications dans tous les domaines, diagnostiques, thérapeutiques, épidémiologiques. Donc ce que je vous propose, c'est de faire simplement un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, comme vous le savez, malheureusement, on est reparti pour un tour Covid. On sent bien que ce n'est pas fini. Et en effet, sur ça, c'est Covid. Pour vous dire, au 1er novembre, il y avait 352 articles publiés sur Covid et sommeil. Et donc, d'ici la fin de l'année, on sera seulement à plus de 400-450 articles. Énormément. Vous avez tous entendu parler autour de vous du retentissement sur le sommeil, à la fois psychologique, à la fois sur le sommeil réel de cette pathologie infectieuse. Donc, vous voyez, je vous ai sélectionné quelques articles. En particulier, il y a un taux d'incidence, un nombre de SAOS qui sont hospitalisés, qui ont été hospitalisés pendant la crise Covid. En général, c'est les deux premières vagues. Et l'incidence dans la population générale du SAOS, c'est entre 3, 4, 5% maximum. Donc le SAOS constitue bien une comorbidité, un facteur de risque d'être en réanimation, au même titre que l'obésité, les autres facteurs qui sont maintenant beaucoup plus connus. Le décès, le risque de mortalité a un ratio qui est 3, c'est-à-dire 3 fois supérieur en termes de risque. Lorsqu'un patient est porteur d'un SARS qui est avéré, maintenant on a une population qui est extrêmement large de patients qui sont vraiment investigués en tant que SARS et connus, qui sont sous PPC, etc. On a 3 fois plus en étant un ratio indépendant, sans tenir compte des autres comorbidités associées, qui est de 3. Donc c'est un vrai facteur de risque. De même, la peur de la maladie, qui a essentiellement une atteinte pulmonaire, a fait que l'observance, on a observé que sur les grandes cohortes, il y a de très belles cohortes de patients qui sont connus, a augmenté nettement. C'est-à-dire qu'en gros, les patients se sont dit, bon, je vais prendre le masque, des fois que en fait, ça ne prévient absolument pas. Et par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ceux qui étaient mauvais observants, vous savez que normalement, ils ont une durée de 4 heures minimum, puisque c'est de la sécurité sociale, ça a augmenté de 20% chez les mauvais observants. Donc la peur de la maladie pulmonaire Covid les a poussés à ça. Alors sur le... vous avez peut-être entendu, ou si vous faites de la polygraphie, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on stérilise le polygraphe? Alors c'est facile parce que les bandes thoraciques sont assez faciles, elles sont à usage unique, de même les lunettes, mais la machine, vous avez comment on fait. Et donc vous voyez que ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une baisse de 80% de l'offre de polysomnographie, donc tous les diagnostics différentiels, en particulier sur les hypersomnolences d'hier dont on parlait avant-hier, ont été arrêtés complètement. Cataplexie, dès que vous avez une suspicion, que ce soit de mouvements périodiques ou de choses comme ça, on ne pouvait pas... Et vous voyez quand même que 60%, alors c'est dû d'une part à la sidération, il y avait un double problème qui était celui des patients qui ne voulaient pas rejoindre les structures médicales, qu'elles soient libérales ou hospitalières, et deuxième chose, ce problème de stérilisation. Ce qui fait que ça entraîne des recommandations. Vous savez qu'en urgence, la Société française d'ORL, elle envoie des recommandations dans beaucoup de domaines sur le Covid, dont en particulier les Françaises qui sont assez proches des Anglaises, où première recommandation, c'était que, bien entendu, il ne fallait pas faire venir le patient dans les laboratoires de sommeil. Donc, il fallait faire des polygraphies en optimisant la polygraphie, du matériel à usage unique et des procédures de désinfection du matériel. Donc ça, vous êtes couverts, parce que vous avez quand même vu que la vague qui arrive, théoriquement, c'est, si vous avez comme moi 700 000 morts en Europe, donc elle devrait être assez sérieuse. Donc il va falloir reprendre toutes ces mesures et certainement les acutiser. Et puis ensuite, comment faire sur les filtres, il y a eu cette question sur les filtres, en particulier sur les machines de PPC, où les PPC à la maison, ça ne posait pas de problème. Mais par contre, à l'hôpital, beaucoup de patients étaient avec leur PPC. Et donc, il a fallu normer la désinfection des filtres, etc. L'avantage, au moins, c'est que tout ça est en place et on peut le réutiliser si nécessaire, ce que je ne souhaite vraiment pas. Alors, dans le grand public, très vite, on voit les conséquences multiples. Il y a eu des articles qui sont sortis sur l'altération du sommeil. Et ça, si je vous ai pris un exemple d'un quotidien français, 74% de troubles du sommeil contre une moyenne en général dans des enquêtes tout publiques, contre 41% en temps normal. C'est-à-dire, même si on n'est pas atteint par le Covid, on a tous eu dans les familles des
des décès, des atteintes sévères, qui font que derrière, la conséquence trouble du sommeil dit psychotrope derrière. Donc accélération, déjà les Français sont les champions d'Europe, je crois, en tout cas de consommation de psychotropes, dont ont augmenté, et en particulier la population jeune. Et c'était avant, en fait, ça avait été publié de manière scientifique. En général, les journalistes de la presse grand public, les journalistes médicaux de la presse grand public reprennent des articles, ils ont une veille, sur des articles qui ont bien sorti sur la population des 18-24 ans. Ce qui a poussé derrière les politiques, sur conseil de la Haute Autorité de Santé, de faire attention aux jeunes. Et vous avez vu cette déviation qui s'est passée. Tout d'un coup, on a dit attention, les jeunes, en particulier les étudiants, etc., qui étaient confinés, etc., qui étaient en perte de lien social complètement. Et donc il y a eu beaucoup de publications sur ces troubles du sommeil pendant la crise, à la fois sur des études qui étaient documentées, des études cliniques, et d'autres sur une polysomnographie. Alors là aussi, on a vu augmenter les seuils de dépression, d'anxiété, très nets, avec des grosses cohortes de patients. Vous voyez, 45% de syndrome dépressif, 47% de déclenchement de troubles anxieux, et 34% de déclenchement, c'est-à-dire d'apparition dans ces populations, ce qui est énorme. Donc on voit bien le retentissement. Donc sur le sommeil, il y a eu énormément de papiers, pas uniquement le syndrome d'apnée du sommeil, qui est la pathologie du sommeil qui nous intéresse particulièrement, mais sur le reste également. Alors, quoi de neuf ensuite sur l'approche diagnostique ? Alors, sur l'approche diagnostique, vous savez sans doute que l'endoscopie de sommeil est un examen qui maintenant a trouvé sa place et qui, avant toute chirurgie, quand même est recommandé, sauf cas particulier. Et le problème dans toutes nos structures, publiques ou privées, c'est qu'on dit l'endoscopie de sommeil, il n'y a pas de cotation. On l'assimile à une panendoscopie, mais l'anesthésiste vous dit, en tout cas en libéral, une demi-heure, trois quarts d'heure à prendre, il faut avoir en même temps un bis, il faut avoir un évoque. Moi, je ne m'y retrouve pas. Je ne sais pas quelle est la cotation de la panendoscopie pour les anesthésistes, et c'est le problème majeur. Donc, la Société française de réel et les syndicats ont posé, vous savez que chaque année, la CNAM nous demande des actes qui seraient censés rentrer dans la nomenclature. Et donc, on a déposé, la Société française, avec le SNORD, une commission mixte, envoie des demandes pour des actes qui devraient être remboursés, qui sont créés. Et pour ça, il fallait donc s'appuyer sur la littérature. C'est la première chose, c'est la littérature, et des recommandations. Donc, en urgence, il y a une recommandation qui a été élaborée en 2021. Et vous savez que la fin, ça marche, ça fait classique. La Société française de réel, on en fait beaucoup. Et donc, c'est d'abord ce qui est important sous l'égide, comme dans le sommeil, c'est multidisciplinaire. Donc, de l'AFSORL, qui est une fille, si je peux dire, la SFORL, qui est l'Association française de sommeil en ORL, la SFORL, la SFRMS, Société française de recherche de médecine sur le sommeil, et l'ASFAR, où également il y avait l'ASFAR pour l'anesthésie. Donc, il y a comme d'habitude, il y a un comité d'organisation, il y a un groupe de travail, ensuite un groupe de lecture. Et la phase terminale, c'est la présentation. Pour ceux d'entre vous qui avaient été au congrès, c'est la présentation en session plénière, puisque ça fait partie de tout le chemin à parcourir. On doit présenter devant ses pairs, donc on vous a présenté là. Cette recommandation, c'est toujours la même chose. C'est la première étape, c'est une lecture de littérature. Il y a beaucoup de littérature sur l'endoscopie de sommeil, et attribuer pour chaque article un niveau de preuve, en disant est-ce que c'est un niveau de preuve qui est élevé, au contraire. Bien entendu, quand on présente un cas unique ou une série rétrospective monocentrique, ça a moins de valeur qu'un essai prospectif qui est randomisé, bien évidemment. Donc, derrière ça, je vous ai extrait je vous incite à lire, je vous dirai où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. J'ai extrait simplement quelques petits points pour vous montrer que c'est bien parce que ça va nous aider. Premièrement, c'est en cas de proposition de chirurgie des voies aériennes supérieures hors chirurgie des bases osseuses. Chez un patient atteint de sommeil, il est probablement recommandé de pratiquer une endoscopie de sommeil afin d'éviter des gestes sur les sites obstructifs associés à un faible taux de succès chirurgical. C'est bien démontré dans l'atelier il y a une fois que l'endoscopie de sommeil améliore la performance de la chirurgie, mais par contre, encore une fois, elle ne vous donne pas du 100%. Pour deux raisons, certainement, dont une on va voir après. La première, c'est que l'approche des sites, si vous voulez, l'endoscopie de sommeil n'est pas complètement un sommeil. La recommandation, vous lirez, c'est de faire du propofol. Il y a deux, on peut faire soit avec du midazolam, soit
avec du propofol. Les Allemands utilisent beaucoup de midazolam parce que c'est une drogue qui vous exonère de l'anesthésiste. Alors que le propofol, un diprivant, vous ne pouvez pas faire du diprivant vous-même, etc. Donc ça nécessite d'aller au bloc, de faire le... Et le propofol ne donne pas, un exemple simple, ne permet pas d'atteindre le sommeil paradoxal. Le propofol va aller en stade 3, stade 4, ça c'est bien parce que c'est là où les apnées du sommeil, mais tous les syndromes d'apnée du sommeil qui sont prépondérants en sommeil paradoxal échapperont à ça. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas encore parfait. Dans l'absolu, il faudrait à la fois mettre le polygraphe pendant l'endoscopie de sommeil, pour avoir exactement la même chose, une reproductibilité, et derrière avoir en même temps un BIS, c'est-à-dire un BIS, vous savez, c'est un électroencéphalogramme frontal simplement, voire carrément un électroencéphalogramme complet en même temps. Ça se fera, j'en suis sûr, pour être le plus approché de l'enregistrement diagnostique qui a été fait. En tout cas, et deuxième fois, vous voyez que il est probablement recommandé. Vous verrez que très souvent dans la recommandation, c'est que le niveau de preuve, comme toujours, n'est pas parfait. Donc c'est à la fois les articles et à la fois la recommandation des experts, puisque c'est les deux. Autre chose, il n'est probablement pas recommandé de réaliser systématiquement une LSI avant la mise en route d'un traitement par OAM, par orthèse. Et certains papiers disaient, en tout cas, quand on met en place une orthèse, vous ne serez absolument pas, on ne vous dira rien, si vous n'avez pas fait d'endoscopie de sommeil. Il ne faut pas faire d'endoscopie de sommeil avant de mettre en place une orthèse. Que par contre, sous orthèse, ça ne marche pas, vous pouvez vous dire, je fais une endoscopie de sommeil avec orthèse en place. Ça oui. Mais par contre, en tout cas, ce n'est pas lorsque c'est ce traitement envisagé. Alors, il y a deux indications sur lesquelles il n'est pas recommandé de faire une endoscopie de sommeil avant une chirurgie. C'est la rétrusion bimaxillaire et la deuxième qui est l'hypertrophie amygdalienne de grade 3 et de grade 4. C'est exactement la même recommandation que chez l'enfant. On fait l'amygdalectomie, sauf s'il y a des comorbidités importantes, etc. C'est un autre problème, ça. On fait l'amygdalectomie et ensuite, s'il y a des symptômes qui restent, nous on le verra surtout pour le ronflement en particulier, on peut faire l'enregistrement et l'endoscopie de sommeil à ce moment-là. On fait l'endoscopie de sommeil si on est en échec d'une première amygdalectomie. Donc ça, c'est exactement comme pour l'enfant. C'est deux situations sur lesquelles il n'est pas recommandé. Alors je vous rappelle qu'on n'est pas obligé, après une recommandation, de faire, mais avant d'opérer, globalement, c'est quand même mieux de faire une endoscopie de sommeil maintenant, quand on est sous l'effet, sous l'effet de ces recommandations. Mais, bien évidemment, vous voyez, c'est probablement très souvent le niveau de preuve n'est pas vraiment extrêmement puissant. Une dynamique, vous savez, quand on commence à faire l'endoscopie de sommeil, très souvent, on trouve des sites mixtes. On va trouver un site supérieur, vélo amygdalien, et un site inférieur, rétrobasilingual. Alors, c'est dit là aussi, vous direz, parce que la recommandation est longue, on le disait avant-hier, lorsque déjà vous avez les sites qui sont concentriques, il ne faut pas opérer. Il faut savoir dire non, ça ne marche pas. Et ensuite, quand vous avez deux sites, puisque en gros, sur des grosses séries, plus de 1000 patients, c'est bien démontré, il y a à peine 25% de sites obstructifs uniques en endoscopie de sommeil. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux, on en fait un. Donc la recommandation là-dessus, c'était intéressant, parce qu'il y a eu une lecture, il y a eu beaucoup de papiers publiés. Elle recommande de faire d'abord un site et ensuite de révéler le sommeil. Avec Marc Blumen, dans le service, on avait pris des patients auxquels on avait deux sites. On faisait un site et on regardait. Dans la moitié des cas, on corrigeait le patient alors qu'ils avaient les deux sites avec un seul site, sans qu'on sache exactement pourquoi. C'est pour ça que la recommandation, elle est claire. Vous avez un site, vous faites le premier site. Quand vous avez deux, vous faites un seul des deux sites et après vous révélez la situation. Alors, ces recommandations, je pensais qu'elles seraient... j'ai appelé notre directeur exécutif à la SFORL, Alexis. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'elles sont pas? Elles vont être en décembre en accès libre. Je vous rappelle que vos patients peuvent lire tous les recommandations. Elles sont en accès libre sur le site de la SFORL. Et elles seront publiées en 2002 à la fois dans la version française et anglaise des Annals, parce qu'en fait, c'est souvent cité. Les recommandations sont très souvent citées dans les articles étrangers. Donc voilà, ça a été publié en 2021. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, il faut avoir lié. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on arrive dans peu de temps à avoir un remboursement. Ça, c'est, et n'oubliez pas que c'est un panier de soins constant, donc ça veut dire qu'il faudra diminuer un autre acte. Je ne sais pas lequel. Alors,
ça nous amène à voir pourquoi finalement, même avec l'endoscopie de sommeil, on a des échecs de la chirurgie. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait une endoscopie de sommeil, on gagne tous les temps. En gros, pour vous dire, la chirurgie sans endoscopie de sommeil, en particulier la chirurgie vélaire, vélo-amygdalienne, oropharyngée supérieure, c'est 50% de succès sans endoscopie, et on passe à 70%, 72% à peu près lorsque l'on fait une endoscopie de sommeil. Pourquoi ? Parce que, on commence à le dire beaucoup, on va le voir, c'est qu'il y a des facteurs non anatomiques qui existent, qui coexistent, c'est-à-dire soit qui existent seuls, qui sont les seuls à provoquer ces obstructions de la voie aérienne périphérique, soit parce qu'ils sont associés également à un obstacle anatomique au niveau de la voie aérienne supérieure. Et on l'avait dit, il y a 3 grandes options qui sont la mauvaise dilatation des voies aériennes pendant le sommeil, c'est-à-dire la voie aérienne n'arrive pas, c'est la picrite des réanimateurs, on n'arrive pas à ouvrir la voie aérienne, donc pourquoi il y a ce défaut ? Mais c'est une des causes d'obstruction de la voie aérienne. Le mauvais contrôle de la respiration, on va le voir, c'est le loop gain, c'est-à-dire en gros une petite variation, vous savez que la ventilation est commandée en partie par le PCO2, donc quand vous avez une petite variation de la CO2, une grande variation de la ventilation, ça c'est un facteur qui est très favorisant pour l'apnée du sommeil. Quand au contraire vous avez une grande variation de la CO2, de la PCO2 et que par contre vous avez peu de variation de la ventilation, il y a une stabilité de la voie aérienne. Et puis enfin, il y a une faible respiration parce que les muscles sont mal orientés, ils sont insuffisants ou ils sont pas assez excitables. Ce qui fait que cet article, je dis toujours parce que moi ça a été une découverte que j'ai trouvée extraordinaire, il y a un Suisse qui s'appelle Eckert, qui a publié un papier où c'était le premier papier en citant le phénotypage du SAOS avant tout traitement. Où en fait, il disait très bien, il montrait qu'il y avait bien entendu nos... Il marche le pointeur là ? Ça marche la pointe là ? Ça marche pas. C'est pas grave. Bon. Ah, sur l'écran, mais moi je préfère. Bon, on va le mettre sur l'écran alors. Donc si vous voulez, il y avait bien entendu, ça on le connaît bien, je veux dire le rétrognate, c'est-à-dire en fait quand il y a l'anatomie qui est tout à fait favorable, un grand rétrognate, c'est évident que on pense tout de suite à ça, ou des amygdales, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte, un grade 3, un grade 4, on se dit... Mais il y a ces 3 grands axes qui sont, qu'on vient de voir, qui jouent sur le... Donc, alors après, je ne rentre pas dans les détails techniques. Le problème, c'est qu'au début, la première fois, quand j'ai lu l'article, j'ai dit loop gain, picrite, ça, c'est pas de l'ORL pour nous, c'est pas. Mais il y a en ce moment, très nettement, on s'oriente sur ce phénotypage des SAOS. Pourquoi ? Parce qu'il va arriver à des traitements. Et des diagnostics aussi sur la polysomnographie. En septembre, je le dis, à la journée de la FSORL à Montpellier, on a présenté, on voyait très bien déjà sur la PSG, vous pouvez commencer à déterminer des loop gains, parce qu'on peut très bien arriver à voir Et dans les 5 ans qui viennent, je suis sûr qu'en pratique clinique, ce sera beaucoup plus facile. Et derrière, apparaissent des traitements, je ne rentre pas dans le... par exemple, quand on a un mauvais contrôle, quand on a un loop gain qui est élevé, l'oxygène est très, très utile, l'acétazonamide aussi a montré. Donc la voie de recherche, ce qui fait que je reviens à ce que je disais sur 2021, il y a eu sur le phénotypage énormément d'articles qui sont apparus. On parle d'endotype et de phénotype. On parle également sur des articles qui ont été publiés sur la manière de diagnostiquer en pratique quotidienne ces patients, sur le loop gain et sur la picrite. On voit qu'on peut arriver, parce que quand on a une sonde, un capteur de débit nasal et buccal, on peut... Je fais quelque chose de pas bien, non ? D'accord. Et donc on voit bien qu'à la fois sur la voie du diagnostic pour le phénotypage et sur la voie du traitement, vous voyez que Eckert continue à publier énormément sur l'effet des hypnotiques. Donc on aura certainement un mixte et surtout il faudra avant phénotyper le patient dans le mur. Et vous voyez que ça a été sur un article pratique, c'est-à-dire qu'ils ont repris des corps de patients sur les complications post-opératoires des patients porteurs de SAOS, en montrant qu'il y avait non seulement la langue qui basculait le patient parce qu'on a mis trop de curare et qu'on n'avait pas le sac, mais qu'il y avait d'autres causes également. Parce que s'il avait un mauvais contrôle, un loop gain qui n'était pas de bonne qualité, c'est sûr qu'il avait du mal à reprendre une saturation normale, etc.
Donc on voit bien, et ça c'est quelque chose qui va certainement dans les 5 ans qui viennent énormément progresser parce qu'il y a beaucoup de recherches, et ce qui va nous faire gagner en notoriété. C'est-à-dire qu'en gros, si on est capable de dire, nous si, attention, on n'est pas qu'anatomique, et de sélectionner mieux nos patients, de faire mieux notre endoscopie de sommeil, on arrivera certainement à une performance de la chirurgie qui sera bien meilleure. Alors, en gros, actuellement, c'est un peu l'attitude, ce que dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait? On recherche un phénotype anatomique. Patient obèse, ça je crois que tout le monde est d'accord, parce que ça joue aussi l'obésité au niveau des phénotypes non anatomiques. Un patient obèse, un IMC supérieur à 30, je suis toujours impressionné quand je vois les Américains, c'est IMC supérieur à 40. 40, il faut être courageux pour opérer. On sait que le taux de succès, c'est... Alors, si un site obstructif évident, il y en a 2 dans la recommandation, c'est encore une fois les amygdales et la rétrusion bimaxillaire. Bien évidemment, on ne fait pas d'endoscopie de sommeil, on opère. En sachant, c'est très intéressant, l'équipe de Grenoble a montré qu'ils ont une grosse cohorte de Bimax. Ils ont montré que les Bimax qui avaient plus de 50 ans, les osteotomies d'avancée bimaxillaire de plus de 50 ans, avaient des résultats qui étaient moins bons à long terme que les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénotype non anatomique qui se dévoile, ne serait-ce que pour la fatigue musculaire, le mauvais contrôle peut-être des échanges gazeux qui sont moins bons et avec un loop gain qui est de moins bonne qualité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Apparaît l'autre phénotype. Et si on le connaît, on peut le traiter. Donc, par contre, un jeune où on va faire d'une pierre 3 coups, on traite le problème orthognatique, le problème esthétique et le problème fonctionnel ventilatoire. On va gagner beaucoup plus. Alors, deuxième partie sur qu'est-ce qu'il y a eu de neuf en 2021 sur le traitement. Alors, c'était très intéressant, un article qui va sortir parce qu'on l'a eu en avant-publication, puisqu'il est en cours de... C'est une évaluation par le ministère de la Santé via son agence sur la recherche et la qualité sur la PPC. Vous savez que la PPC, c'est un enjeu énorme. Énorme. Le budget du SAOS, actuellement, c'est près de 3 milliards d'euros, dont plus d'1 milliard qui est consacré au seul traitement de la PPC, avec 1 300 000 Français, c'est une pathologie des grands nombres. Et donc, on leur a demandé, le ministère a dit, comme exactement en France, les discussions qu'il y a eu en 2018, en disant, c'est une pathologie qui touche beaucoup d'Américains, beaucoup de traitements, ça coûte cher. Évaluez-nous la qualité de la recherche qui a été faite sur ces... Et ce qui est sorti est terrible. Je vous ai mis les liens, si vous voulez, pour regarder. Alors, c'est un gros pavé, c'est en anglais, et c'est actuellement le draft qui est en relecture auprès dans le groupe de lecture simplement des Américains. Premièrement, ce qu'on savait, c'est que l'index d'apnée-hypopnée qui est pris comme marqueur de la maladie est l'indication pour le traitement. Je vous rappelle que les symptômes, il faut qu'il y en ait, mais si vous avez un IH qui est en dessous de 30, alors si votre patient est somnolent, mais s'il a d'autres symptômes, globalement, vous aurez du mal à mettre une PPC. Donc c'est un mauvais marqueur de ça, on le sait, qui ne tient pas compte. On ne tient pas compte dans la maladie. Il y a 2 autres facteurs qui sont les plus importants, qui sont les symptômes cliniques, et deuxièmement, la saturation d'oxygène, qui, elle, est le facteur majeur de comorbidité et de morbidité de cette maladie. Alors, deuxième point, et ça a été terrible, il montrait, alors vous savez, ce sont des gens qui ne font que ça, qui sont des statisticiens, etc. Ils vous démontrent, alors, c'est aussi c'est la recherche clinique, encore une fois, par rapport à la recherche fondamentale, on n'a pas le même niveau. Il montrait qu'il n'y avait aucun effet bénéfique de la PPC, si s'en tenait aux articles qui avaient été publiés. Je ne jugeais pas sur une mortalité confondue, que ce soit pour la pathologie coronaire, l'infarctus, l'AVC, l'ACFAT, les troubles de rythme. Je vais vous dire, ça a été assez rare. Vous imaginez le lobby que représente la PPC, à la fois les fabricants et les prestataires dans le monde entier. Deuxième point, il n'y avait pas d'effet bénéfique sur l'incidence du... Parce qu'on a beaucoup dit que le traitement de maladies obstructives, de syndrome d'apnée du sommeil, pouvait prévenir ou voire faire régresser les pathologies cardiovasculaires. Mais vous voyez que pour le diabète, la dépression, les fonctions cognitives, l'HTA, etc. Et même sur vous voyez,
does not affect the risk of driving accident. Alors qu'on a vendu, on a dit à tout le monde ça. Je vous rappelle qu'il ne juge que sur la qualité méthodologique des articles, parce que je veux dire, il y a une littérature extraordinaire sur l'apnée du sommeil. Donc, la conclusion, c'était que les études n'ont pas examiné de manière adéquate si les effets de la PPC variaient aussi en fonction de la gravité de la maladie. C'est qu'en gros, est-ce qu'un index d'apnée inférieur à 30, patient qui désature pas beaucoup, est-ce qu'il y a un bénéfice aussi important que pour quelqu'un qui a une désaturation importante, qui a un index d'apnée très élevé et qui est très symptomatique? Ils disent ça, il n'y a aucun papier qui soit puissant, qui permette de le démontrer. Et donc, ce qu'ils disent, bien entendu, qu'il faut reprendre absolument et faire des vraies études de cohorte qui soient bien menées, etc. Donc, je vais autant vous dire que dans le milieu de la PPC, qui est un milieu extrêmement lobbyiste, ça a été assez chaud. Ce n'est pas encore publié, parce qu'après, ça va être publié. Ça va sortir en début de l'année. On attend un petit peu de voir comment ça va réagir. Donc ça, c'est une actualité 21. Alors, autre actualité, ça nous rapproche dans l'exercice quotidien. Vous avez vu, on avait des réunions qui avaient été terribles en 2018 au ministère, auquel j'étais, où on avait justement pour revoir les conditions d'attribution de la PPC, en particulier par les prestataires de services, puisqu'il y avait beaucoup de prestataires indélicats qui mettaient des PPC, le malade ne la portait plus et il facturait. Donc il y a eu, simplement, je l'ai mis là pour une baisse de tarif, puisqu'on est passé à 17 € à peu près, enfin ça reste quand même plus de 800 € par an. C'est par rapport à beaucoup de pays européens 2 à 3 fois plus élevé que les forfaits dans les autres pays. Alors, nous avons, il faut savoir, César ce qui est à César, nous avons la meilleure adhérence au traitement quasiment en Europe. Pourquoi ? Parce que la France fait quand même bien les choses. C'est-à-dire que derrière, il y a non seulement le rôle du prestataire, et pas seulement de donner la machine, c'est d'éduquer le patient, et surtout avec la télétransmission, on peut parfaitement maintenant... J'imagine que vous avez tous, vous avez sur nos sites, quand on montre aux patients, on va sur le site du prestataire, on vous sort les fuites, on vous sort l'index d'apnée, tout ça. Donc en 2018, il y a eu une grande réunion qui a remis un peu cadré les choses un peu. D'abord avec des forfaits en fonction de l'observance du patient. Donc le prestataire avait intérêt à ce que le patient, surtout que les datas sont accessibles à vous, au prestataire et également à la CNAM. Il n'a certainement pas le temps de regarder, je pense, il doit faire de temps en temps un contrôle, mais donc ça veut dire qu'il y a un contrôle. Et plus le patient porte sa PPC, dans 4 heures, normalement, plus le prestataire peut être remboursé et payé. Et d'autre part, on a mis des critères obligatoires pour la surveillance. Même qu'on a redemandé, obligatoirement, vous devez revoir votre malade à 4 mois. Beaucoup de malades, c'est pas à peine que je vous vois. C'est pas vrai. Parce que d'abord, on prend le poids un peu, on le pèse, on regarde un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois. On va sur le site du prestataire ou sur le site du fabricant, puisque c'est publicité pour aucun fabricant, et vous retournez, vous voyez tous les éléments, est-ce qu'il y a de la fuite? Tiens, là, vous n'avez pas porté, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, Ils peuvent absolument pas vous tromper. Alors là, ils vous disent, j'étais en vacances, j'ai oublié ma machine. Très bien. Ou alors, quand on voit que tout d'un coup, il y a beaucoup de fuites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en ce moment, j'ai des soucis, je me réveille beaucoup. Donc, vous avez peut-être intérêt à donner un tout petit somnifère pour voir un petit peu, faire passer le truc. Voilà. Donc, exigence de revoir ces patients à 4 mois. Donc là, simplement, ce qui a été publié, publié au JO, c'est une baisse. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, les prestataires continuent, je pense, sincèrement, à bien gagner leur vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils peuvent nous aider, même en toute déontologie. Donc ça représente une baisse de 10% du tarif. C'est un peu ce qui s'est passé, vous savez, pour les ophtalmos, avec la cataracte, où ils ont baissé de 10%, mais ils partaient de tellement haut que finalement, il y a de beaux restes, que ça va très vite. Maintenant, je veux dire, les machines sont autocontrôlées, il n'y a absolument rien à faire. Eux, ils ont 1 mois ou 2 où ils vérifient, puis après, c'est fini. Ça roule tout seul. Alors, autre chose, vous avez vu que dans le phénotypage, le corollaire de ça, c'est qu'on va aller vers également des traitements médicaux, soit isolés, soit associés. Nos gestes, quand c'est un phénotype qui est double. Il y a encore Eckert qui a publié sur les hypnotiques. Mais surtout, il y a 2 médicaments qui viennent d'être mis sur le commerce et sur lesquels je voudrais qu'on parle un tout petit peu. Vous avez le Sunosi, qui est du solriamfetol, qui en fait, ce sont 2 traitements pour le traitement de la somnolence. Alors, on dit qu'il y a de la somnolence résiduelle sous PPC. Je vous invite vraiment à faire attention. La somnolence résiduelle sous PPC, la première chose à laquelle vous devez penser, attention, est-ce qu'il n'y a pas une hypersomnolence diurne associée? Or, dans un syndrome des mouvements périodiques, je vous rappelle, les jambes sans repos, vous le voyez, parce que le patient,
quand vous revoyez le patient, vous n'avez pas pensé à l'interroger de prime abord sur ça, vous lui mettez, vous traitez son SAS, vous faites le diagnostic, puis il revient, il est encore somnolent, etc. Après, vous l'interrogez, vous lui dites, quand il vous syndrome des jambes sans repos, il vous dit, oui, je sors ma jambe, oui, ça bouge, je suis pas bien, je me lève, je recommence, je me recouche, le diagnostic, il est fait. Donc là, il a une somnolence après qui est due simplement parce que son sommeil, si vous voulez, a été très fragmenté donc il a un sommeil de mauvaise qualité. Mais il faut y penser. Mais quand c'est un syndrome des jambes sans repos, c'est là où vous ne pouvez pas le voir, parce qu'il s'endort et c'est après que ça apparaît. Donc là, avant de le mettre sous un éveillant, il faut d'abord penser aux autres causes d'hypersomnolence. C'est tout le danger de ces traitements. C'est dans le rôle de l'histamine, vous savez, et donc c'est une dose. Alors, faire attention, ces deux médicaments, il y a deux choses qu'il faut surveiller, psychiatriques, ça a entraîné des bouffées, etc. Donc, faire attention, et deuxièmement, cardio. En particulier sur la fréquence cardiaque, il faut faire très attention, et sur la pression artérielle. Donc il faut une surveillance quand on les prescrit. Alors au départ, c'est des gens de sommeil. Pour le renouvellement, le patient va me voir, allons, je peux renouveler mon Sunosi. Alors Sunosi va être commercialisé, ils attendent le prix. Et pour le renouvellement, faites attention. Il y a un autre médicament qui est le Wakix. Certainement, vous avez peut-être, pour ceux qui font du sommeil, peut-être les représentants qui sont venus, qui est un labo français, c'est l'Ozawad. C'est la même chose pour la somnolence diurne excessive résiduelle. Parce que ça apparaît, ça y est, vous voyez, il y a déjà ils attendent le prix, il devrait sortir normalement là en janvier, où on a reçu d'ailleurs un courrier sur c'est pour améliorer l'éveil. Mais la prescription est réservée aux spécialistes du sommeil, c'est le terme de l'HS. Alors, spécialiste du sommeil, vous l'êtes. Ils sont partis, si vous avez passé un DU, si vous avez, etc., vous pouvez prescrire parfaitement, il n'y a aucun problème. Et le renouvellement est non restreint, c'est-à-dire que n'importe qui peut le renouveler. Là aussi, là c'est un inhibiteur de l'histamine, et en fait, c'est un traitement qui marche bien. Les patients sont très contents, il faut commencer avec du 4-5, petite dose, et ensuite vous pouvez l'avoir actuellement en ATU, mais bon, ça va être vraisemblablement, premier trimestre, ce sera et c'est en vente libre en pharmacie. Si actuellement, vous pouvez l'avoir en pharmacie hospitalière. Donc voilà, ça c'est deux médicaments. Il ne faut pas en abuser, je pense. C'est quelque chose qui. Mais ayez dans la tête que quelqu'un qui est hypersomnolent, faites d'abord l'enquête de l'hypersomnolence diurne excessive. C'est sûr, quand vous avez un jeune qui a une hypersomnolence idiopathique ou quand il y a une cataplexie, etc., il faut penser à autre chose et pas se précipiter pour mettre ça, même si c'est un des traitements. Bon, pour finir, simplement un petit peu pour le fun, vous savez que c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon qui a été fêté et qu'en particulier, il y a un papier qui est sorti où à la mort de Napoléon est mort, il y avait 14 personnes autour pour l'autopsie. Et on a pensé, parce qu'on avait pensé qu'il avait été empoisonné à arsenic. Et en fait, donc ça a été écrit, il y a eu des pages et des pages de rapports sur cette autopsie qui ont été écrits. Donc les Anapathes, c'est un board international, a relu donc, tous ces comptes rendus. Et la conclusion, c'est vraiment qu'il est mort d'un cancer d'estomac. Enfin, se termina avec une hémorragie à ce niveau-là. Et j'ai dit simplement, j'ai remis ça, et Slate, le site d'information générale, a ressorti, si Napoléon n'avait pas fait d'apnée du sommeil, toute la face du monde aurait été changée. En fait, c'est parce qu'il avait repris son Napoléon, et j'ai repris un papier qu'on avait écrit avec mon maître Chouard il y a quelques années, une trentaine d'années, où on avait repris les tableaux de Napoléon de sa jeunesse jusqu'à son âge. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait celui où il dormait sur son cheval. Vous savez, il dormait toujours sur son cheval, la tête penchée comme ça. Il dormait 4 heures. C'était un court dormeur, 4 heures par nuit, où il penchait la tête comme ça. Et en fait, parce que la langue basculait en avant et libérait un peu la voix. Il lui permettait de se reposer certainement, parce qu'il est beaucoup grossi. À la fin, il y a des scènes de lui au théâtre, etc. Voilà, merci. Simplement pour vous dire que ça fait partie vraiment de notre spécialité. J'espère que vous faites tous du sommeil, en tout cas un peu de polygraphie. Formez-vous. Alors, le DU, c'est pas facile, je pense, d'aller en métropole, mais bon, globalement, je pense que c'est bien qu'on en fasse tous. Merci. S'il y a des questions. On a le temps de quelques questions. Ouais, je suis désolé, mais non, une demi-heure, c'est bon. Oh oui, non, on est parfait. On est parfait. Quelqu'un a une question? Merci pour toutes ces nouveautés.
J'aurais deux questions. Tout d'abord, sur les sites obstructifs que vous déterminez lors de l'endoscopie de sommeil, comment vous faites le choix du meilleur site à opérer entre les deux sites? Est-ce que vous avez des critères particuliers? Et la deuxième chose, ce serait sur les syndromes de jambes sans repos. J'aimerais savoir quelles sont maintenant les indications thérapeutiques pour ces personnes-là. Alors, jambes sans repos, c'est essentiellement des antiparkinsoniens, Ardartrel, etc., plus des antalgiques, codéine, choses comme ça. Les patients, c'est douloureux, ils vous disent, etc. Donc ça, c'est les deux, le traitement, l'association des deux. C'est vraiment le traitement de base. Ardartrel, c'est assez bien montré. Pour l'autre, c'est une très bonne question, très difficile, parce que en gros, quand vous avez un site mixte, premièrement, les sites circulaires, pas touchés. On est tous d'accord, puisque c'est d'ailleurs des contre-indications de la stimulation du 12 dans l'endoscopie, donc circulaire, on ne touche pas. Quand on a deux sites, on commence par celui qui est le plus facile pour nous. Le plus difficile, c'est la base de langue. Alors, quand on a des grosses amygdales linguales, soit, on peut faire des amygdalectomies basilinguales, ça se fait, c'est pas dramatique, soit en radiofréquence, que ce soit au laser, que ce soit robotisé, c'est pas un problème. Mais le problème de la base de langue, c'est de savoir, quand c'est musculaire, premièrement, qu'on est au tiers médian. Le tiers médian, le tiers latéral, quand on commence à s'attaquer latéralement, la profondeur, la détermination avec l'effet, ça ne sert à rien d'utiliser des scanners avant, etc., ou des angioscanners pour localiser l'artère linguale, parce qu'il y a un effet shift, au fur et à mesure que vous enlevez du muscle, l'artère se rapproche et bouge. Donc, on n'est pas en sécurité latéralement. Et deuxième chose qui est le plus difficile, c'est qu'on ne sait pas quel volume provoque, est-ce qu'il faut enlever 2 cc, 5 cc, 10 cc de langue. Donc ça fait 80 à 120 cc à peu près. On ne sait pas. Alors qu'au niveau du voile, on voit beaucoup mieux. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est commencer par une chirurgie de l'étage oropharyngé supérieur avant d'aller en bas. Parce qu'en bas, c'est plus compliqué. Alors après, la stimulation, ça sera certainement une possibilité, parce que ce n'est pas anodin d'implanter un stimulateur. À 50 ans, c'est coûteux. Même si je pense ça va simplifier énormément avec les nouveaux stimulateurs qui arrivent, qui sont multi-électrodes. Moi, je vis la même période que j'ai vécue tout jeune interne avec le monoélectrode et le multi-électrode en termes d'implant cochléaire. Claude-Henri Chouard avait commencé avec un monoélectrode. Ensuite, on a mis plusieurs électrodes. Parce que là, actuellement, celui Inspire qui est remboursé en Europe, il faut aller chercher très, très en avant la branche du 12, parce que quand vous stimulez le 12 en monoélectrode, au niveau de la région de la loge submandibulaire, vous faites rétracter la langue, elle recule. Donc il faut trouver les branches protractrices très en avant, et les veines du 12, elles nous en mettent jusqu'au bout. Et c'est plus compliqué, alors que là, en plus, même si dans le nouveau Inspire va supprimer, il y a un capteur périphérique que vous passez au 4e espace intercostal, entre les muscles intercostaux, qui détermine. Alors que ce nouveau procédé, c'est un procédé où une petite feuille de silicone sur laquelle il y a 6 électrodes, donc on le met autour du nerf. Et ensuite, ce sont des plots, on active les plots, on regarde ceux qui protractent la langue, et on va ensuite avoir, de manière phasique, on va les stimuler. Bon, c'est un peu complexe, mais on est en développement. Mais ça ne pourra pas être pour tous les patients, il faut être clair. C'est des questions très spécifiques. Voilà. Donc, pour répondre à la question, finalement, c'est on commence en haut, voile amygdale ou voile seul, et en fonction, antéro-postérieur, transversale, il y a des techniques, même si elles équivalent à peu près. Puis ensuite, on réendoscope. Puis on voit. Peut-être que simplement, on pourra faire à ce moment-là une orthèse dentaire. Si on gagne avec un seul site, parce qu'on ne sait pas si le site, la collapsibilité, commence un site, et puis c'est un effet de colonne, simplement la pression négative se prolonge, puisque le tube est souple entre l'arrière, entre le cavum et le larynx. C'est un tube qui est souple, donc le collapsus peut commencer en haut et être descendant, ou au contraire en bas et être montant. Donc l'idée, c'est de commencer, s'il est montant, et on ne sait pas encore le déterminer, s'il est descendant, c'est en haut, si on ouvre le premier, ça se trouve en dessous, ça va pas se collapser. Pour les recommandations, donc les patients vont voir qu'il faut faire une endoscopie du sommeil. Oui, alors je rappelle, on n'est pas obligé. Oui, mais malheureusement, justement, dans l'expertise, justement, il n'y a pas de cotation et c'est recommandé. Donc le patient arrive, la clinique est derrière nous. Là, voilà. En pratique, comment ça se passe? Les experts. Mais c'est que là, on pousse. Pourquoi on a fait la recommandation? Parce qu'on pousse
la CNAM, on pousse l'HAS et la CNAM à dire s'ils ont retenu l'acte, c'est qu'ils savent qu'on le fait. Parce que vous savez, contrairement à ce que vous pensez, ils savent tous exactement ce qu'on fait tous dans nos cliniques et nos hôpitaux. Ils savent très bien que de plus en plus, ils regardent un peu la littérature, ils tapent slip endoscopie, ils voient qu'il y a des trucs, ils se disent bon, il faut qu'on bouge, quoi. On ne peut pas être sans arrêt en retard. Donc pour qu'ils acceptent vous imaginez bien que la SFORL, on fait des propositions, il y a 10 propositions. Ils ont retenu le seul, celui-là. Parce que d'abord, c'est une pathologie des grands nombres. Donc on a fait cette recommandation pour ça, pour dire, non, vous voyez, les spécialités, en plus ensemble, l'ASFAR, les anesthésistes, les gens de sommeil, etc., les ORL ont publié ça. Après, on est en cours, on est on the road. On va voir comment ça va se passer, si on peut avoir... Voilà, donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de problème d'esprit. D'abord, c'est pas inintéressant. Je vous assure que quand vous voyez une épiglotte qui se pince comme ça en transversale, c'est pas fréquent. Quand vous avez tentant, je vous ai montré l'autre jour, quand vous avez un œdème arythénoïdien, que c'est lui qui provoque la bascule, vous dites, bon, c'est ça, quoi. Je pense que c'est une culture. En plus, pour nous, c'est bien. Et puis quand même, c'est un taux de succès qui est quand même un peu plus important que... Quand même, rappelez-vous, 80, on est partis ensemble. C'est 80, 82, 83, c'est point de publication sur la PPC, première publication sur la chirurgie du voile avec Fujita et la première publication sur l'orthèse, ensemble. Qui a gagné? La PPC. Juste derrière, c'est l'orthèse et nous, on est quand même dernier. Donc on a intérêt à relever le niveau. Et ça, je pense que ça nous aide. Voilà. J'avais juste une petite remarque par rapport à l'indication de la chirurgie du voile. Moi, je ne fais pas d'endoscopie parce que mes anesthésistes ne veulent pas, c'est trop long. Donc en fait, moi, dès que je repère un patient avec un voile un peu long, une chose comme ça, ce que je fais, je prescris le Nastent, j'imagine que vous connaissez. Et en fait, je mets un Nastent, je prescris un Nastent et je demande au patient de revenir me voir au bout d'un mois. Et je lui demande si pour lui ça fonctionne, déjà. Et si c'est pour lui ça fonctionne, je refais une polygraphie sous Nastent. Et je contrôle s'il y a une amélioration. Et ceux chez qui il y a une amélioration, je fais une pharyngoplastie, une VPP. Et ces patients-là, en fait, a priori, c'est une bonne indication parce que j'ai jamais d'échec. J'ai vraiment l'impression que je ne fais pas d'endoscopie parce que je ne peux pas, mais en faisant cette petite démarche, j'ai l'impression que... Mais vous avez fait 2 polygraphies. Ah oui, mais le problème, c'est que si vous avez un accident sur une UVPP et que vous n'avez pas essayé de motiver votre geste. Alors, le Nastent, c'est un tube nasopharyngé en silicone souple, de longueur variable, en mesure de tractus et qui descend et qui va en arrière du voile du palais. Le problème, c'est que les papiers qui ont été publiés sur le Nastent, on a participé dans le service à la Foch, les papiers ont montré que ça marchait sur enfant pour déterminer pour le ronflement et que ça ne marchait pas très bien pour l'apnée du sommeil. Mais je pense que c'est une très bonne chose et en effet, en absence de... C'est bien parce qu'en fait, on chante donc l'étage oropharyngé, mais le tube est petit. Alors ce que les gens disent aussi, c'est que ça obstrue la fosse nasale. Enfin bon, mais c'est une bonne idée, tout à fait. Mais tout le monde fait du sommeil? Ce serait curieux pour vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'ORL qui ont des polygraphes à La Réunion? Là, on fait dans la salle. Qui est un polygraphe dans la salle? Les ORL ont mis à peu près 3. Le micro. On commence à s'intéresser à peu près depuis quelques années. Donc, on est assez dynamique et actif sur cette activité. C'est vrai, donc, on est un peu éloigné. Il y en a certaines choses qu'on ne peut pas faire, comme la formation, par exemple. Donc, ce n'est pas évident. Donc, voilà, on essaie à se battre avec les moyens de bord qu'on a sur La Réunion. Mais on est bien accompagné également. De toute façon, il y a au moins 5 ou 6 000... 50 000 SAS à La Réunion. Vous êtes 1 million à peu près, 900 000 ou 1 million un peu moins, 800 000 à peu près. Combien? 850 000, donc 5%, vous faites 4%. Donc il y a une population de 40 000 SAS. Il n'y a pas de raison que La Réunion soit différente de plus l'obésité, plus le diabète. L'obésité, donc je vous dis, vous avez 50 000. Donc vous imaginez que ça représente un dépisté et à suivre. Si on n'est pas trop bien accueillis par nos confrères, le pneumologue. Alors ça, je veux dire... Moi, on a vécu ça en métropole. Moi, j'ai vécu ça, une bagarre terrible. Et puis d'abord, les pneumologues sont comme nous, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils ont beaucoup de travail, ils font beaucoup de choses. Et il y en a certains qui vous disent je ne veux plus parce que les PPC, c'est insupportable. Quand on a une cohorte de patients de PPC, quand ils ont 500 malades, ils doivent revenir les voir. Vous voyez ce que ça représente. Et en fait, au départ, c'est une bagarre, c'est ma spécialité. Et comme les copains, ils ont des échecs. Il ne faut pas croire que la PPC, le taux d'adhésion, soit à 100%.
Donc ils savent très bien. Et dans l'idéal, hein, c'est de travailler en bonne harmonie avec son pneumologue, hein, qui connaît bien. Hein, et vous faites tous les deux des enregistrements. Et puis quand on voit qu'il a un index d'apnée à 50, qu'il désature, qu'il est obèse, etc., on sait que ça va être une PPC. Vous pouvez prescrire la PPC. Je pense que c'est... Alors pour prescrire la PPC, vous savez que vous ne pouvez le faire maintenant puisque ça a été arrêté. Les DPC, pour ceux qui avaient fait le DPC qui était organisé par le syndicat LSF-ORL, vous pouvez prescrire la PPC, mais c'est clos depuis 1 an maintenant. Donc ça ne passe que par le DU de sommeil, qui n'est pas facile, un DU de sommeil. Un DU de sommeil vous donne le droit de tout faire. Hein. Vous pouvez faire de la polysomnographie, vous pouvez tout faire. Alors pour les internes, c'est la FST. Nous, on a un interne FST là, sur la région parisienne. Ce sont des gens qui sont déjà orientés. Mais bon, le problème, c'est compliqué parce que la FST, il faut choisir en 2e année d'internat. Enfin, bon, je pense que les universitaires ici sont d'accord. Hein. Excuse-moi, Laurence, on est très bavard. C'est ça ce que tu veux dire? C'est bon. D'autres questions? Encore une? Oui, alors, une remarque. Moi, j'étais très surpris par ce que vous aviez dit sur les PPC, parce que j'ai eu tout d'un coup l'impression que ça ne servait plus à rien. Et j'ai fait une analogie avec justement l'enregistrement du sommeil qui remettait un peu en place la chirurgie. Et je me demandais s'il n'y avait pas une volonté de bascule de la PPC vers la chirurgie par l'intermédiaire de l'enregistrement du sommeil. Voilà. Là, vous savez, c'est très anglo-saxon. En gros, c'est les politiques. Hein. Le ministère du Health Department, c'est le ministère de la Santé américain, dit c'est une pathologie qui est énorme, on a beaucoup d'obésité, là, on a un traitement qui coûte cher, etc. Donc, il faut qu'on évalue. Donc, il demande, c'est l'agence de qualité et de recherche et de qualité. Donc, étudiez-moi tous les papiers qui sont sortis. Sur quoi on s'appuie. Donc, les fabricants envoient leur truc, disent voilà, mais il dit mais ça, c'est méthodologiquement, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Même si dans le fond de moi-même, je suis persuadé que ça marche, hein, parce qu'un patient, il faut croire à la clinique, parce que quand on est clinicien, un patient qui est somnolent, qui est fatigué, les gens, quand ils vous disent prendre ce machin toute sa vie quand même, hein, c'est pas des gaietés de cœur, même à 40, 50 ans, quoi. Et quand ils reviennent, donc je pense que ça marche. Il dit simplement ce sur quoi on s'est fondé, hein, c'est pas valable, quoi. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils disent on met la PPC à tout le monde sur un index d'apnée, c'est complètement idiot. Mais surtout, est-ce que le patient qui a un petit SAS, qui n'est pas symptomatique, etc., tire vraiment un bénéfice autant que celui qui a un très gros SAS? Si ça se trouve, il faut mettre que le très gros, hein, et l'autre. Il n'y a pas eu de différenciation entre ces différentes catégorisations de sévérité du SAOS et le. Donc j'aime autant vous dire que ça veut dire en fait refait des études. Hein. Mais de toute façon, ils arrêteront pas on ne peut pas arrêter le train. Hein. C'est évident. D'ailleurs, les malades, quand vous avez 1 300 000 Français qui portent cette machine, c'est qu'ils en tirent un bénéfice, hein, quand même. Même des jeunes. Hein. Un jeune de 18 ans très symptomatique, il faut lui dire bien sûr qu'on ne fera pas ça à vie, mais il la garde hein, quand il est symptomatique. Parce que les symptômes, la qualité de vie, enfin rentre maintenant, mais la qualité de vie a été beaucoup sous-évaluée, quoi. Alors c'est vrai que la mesure de la somnolence diurne, on ne peut pas faire des TIL et à tout le monde, un test itératif de latence d'endormissement à tout le monde, c'est impossible. Hein. Je sais pas, vous avez un laboratoire? Oui, vous m'avez dit la dernière fois qu'il y a un laboratoire, mais qui n'est pas toujours, qui est pas très disponible. Non, mais oui, non, on a ce qu'il faut, non, on est bien. Et les délais sont comment? Comment? Les délais sont comment? Non, c'est correct. Hein. Ah. Oui. Non, c'est correct, mais on a la chance de pouvoir les. Non. Vous savez qu'un équipés. Ah, c'est bien. Non, ils sont équipés. Il y a... Oui, pour la police. Vous savez que le texte de loi est clair. Hein, un professionnel de bus, etc., hein, s'il a un syndrome d'apnée du sommeil, vous devez le contrôler une fois qu'il est traité avec des En fait, ce n'est pas un vrai laboratoire de sommeil qu'on a ici. C'est nos collègues, le pneumologue. C'est qu'à l'hôpital. Donc, ils ont développé une unité de sommeil, mais l'accès, il est hyper compliqué. Voilà. Donc, je dis, il n'y a pas de collaboration en fait, entre le libéral et le public dans ce domaine-là. Malheureusement, c'est très, très, très faible. Et la pointe très faible ici à La Réunion, c'est la pédiatrie. C'est très compliqué. Donc, on se met un petit peu. On est hors la loi, je pense, un peu sur la prise en charge, mais on est obligé de le faire, voir la distance, et il en manque donc des services adaptés. Oui, c'est certain, mais quand vous avez besoin de TIL et TME pour des mouvements périodiques, c'est 1 pour 1000 de la population quand même. Hein, les mouvements périodiques, c'est compliqué. Quoi. Et ça, vous pouvez faire qu'en laboratoire.
Donc Il ça, c'est faut, vrai que il c'est faut des compliqué. tests d'endormissement. Oui, c'est pas pour que- les graphies, mais après pour les somnographies, c'est compliqué, c'est clair. Voilà. C'est pas pareil. Pour les graphies, on arrive à en faire pas mal, quoi. Parfait, merci.